On s'aperçoit que finalement, moi je connais bien votre métier, que c'est pas la question c'est pas de savoir ce que le CAC va faire cette année. C'est plutôt de se connaître bien, connaître son niveau de risque et de faire son allocation en fonction de ça, c'est ça ou pas, ou je me trompe? Bien sûr, il y a vraiment deux niveaux lorsqu'on réfléchit à l'allocation de ces placements. Et le premier niveau, c'est déjà de définir quel type d'enveloppe on va choisir. Moi, j'ai 3 idées pour 2013 en termes de recommandations. La première idée, c'est privilégier les enveloppes de capitalisation, assurance vie ou PEA, qui permettent de limiter fortement l'imposition et même d'annuler l'imposition tant qu'on ne retire pas d'argent de ces enveloppes. Ça, c'est pour les gens qui ont de l'argent, qui sont imposés. Qui sont imposés et qui sont prêts à laisser l'argent un peu dormant, qui va travailler mais qui ne vont pas retirer pendant quelque temps. Voilà, c'est d'où l'expression de capitalisation. D'accord. Absolument. Et c'est vrai que tous les super livrets, les comptes à terme et même les comptes titres, pour les personnes qui payent un peu d'impôts, je crois que c'est vraiment des enveloppes à éviter complètement en 2013. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'immobilier. Je crois que l'immobilier de rendement... Encore avec emprunt en particulier, avec les taux très bas qu'on a aujourd'hui, ça reste encore une bonne idée. Vous n'avez pas peur d'un crack immobilier? Pour l'immobilier de rendement, donc en particulier l'immobilier professionnel, donc boutique, bureau, qui génère un rendement assez intéressant, on a encore un écart avec les taux d'emprunt qui est significatif, qui laisse une marge. Et puis bien sûr, on ne fait pas ça sur une très courte durée, il faut faire ça sur longue période. Donc même si on a pas une forte valorisation, en tout cas tout de suite, on a le temps. Voilà. Et puis troisième idée, eh bien c'est toujours la retraite, d'autant qu'on a des avantages fiscaux intéressants, puisque tout ce qu'on peut placer dans ce type de produit, c'est déductible du revenu, et je crois que ça reste un gros sujet patrimonial. Ça va le devenir. On rappelle qu'il y a le rapport de la commission d'orientation des retraites qui sort le 22 janvier, et ça va être assez chaud. Sandrine? Oui. C'est quoi aujourd'hui quand les gens viennent vous voir? Ça vous dérange de faire un petit exercice avec Jean-Claude? Jean-Claude pousse votre porte, et dire de votre bureau, il arrive. D'abord, quelles sont les questions? Alors c'est début 2013, quelles sont les questions que vous posez d'abord avant de donner vos recommandations? Alors, déjà, juste une chose, mais je vais répondre tout de suite à cette question. Il y a un point très positif, je trouve, dans cette loi de finances cette année qui est quand même assez violente. Alors vous êtes la seule? Je suis la seule. Mais le point positif, c'est quoi? C'est qu'au final, ça nous oblige à nous reposer justement les bonnes questions. C'est-à-dire plus dire je vais faire ça pour des raisons fiscales, mais en fait, la gestion de patrimoine, c'est de travailler juste par rapport à ses projets, à ses besoins, à sa situation familiale. Donc effectivement, je fais le lien comme ça avec ce que vous me demandez. Les questions qu'on peut se poser... Vous arrivez à trouver un mauvais élément, une bonne aspiration? Vous avez une sorte de... mais vous êtes allé dans un ashram en Inde parce que pendant longtemps, en fait, les gens ont été vraiment... ont voulu aller vers des programmes fiscaux en disant on va faire du cellier, on va faire du Robien, etc. Sans forcément se dire mais pourquoi je fais ça? Quel est le but? On a compris, c'est une super bonne loi de finances. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Est là. Alors les questions qu'on peut poser, évidemment, c'est de faire déjà un peu un point de la situation familiale. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Quel âge ont vos enfants? Est-ce qu'ils sont dans un âge où ils sont encore scolarisés ou en train de faire des études? Alors on va répondre qu'à ça. Notez pas tous les détails de votre vie. J'ai des enfants. Quel âge, en gros? 18, 22... Voilà. Bon, alors déjà, on arrive effectivement sur... alors qu'est-ce qu'on lui dit? On va avoir besoin de revenus, peut-être. Pour l'idée d'acheter une voiture, pour déjà, aider les enfants, on lui dit d'acheter une grosse voiture. et là, on se fâche avec lui à vie, là. C'est faire le point un peu sur la situation familiale. Et puis ensuite, effectivement, sur les placements, est-ce qu'on a des liquidités? Quel est l'objectif? Quel est l'horizon de placement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un projet, par exemple, immobilier, changement de résidence principale, qui va faire qu'on va avoir besoin de mobiliser des liquidités immédiatement? On va dire que le patron est vraiment comme c'est un patron incognito. Il va rester incognito et vous devez lui donner une sorte de profil en fonction de l'âge qu'il a, donc 30-35 ans. Bon, alors je pense qu'il est propriétaire de sa résidence principale. Allez, on va dire si c'est pas le cas, c'est la première chose à faire aujourd'hui. S'il n'est pas propriétaire, ça c'est important. Première chose. Oui, parce qu'en fait, franchement, si on peut acheter sa résidence principale, pour moi aujourd'hui les taux sont très bas et c'est vraiment le moment où il faut le faire. J'avais l'impression que c'était un peu cher. Alors, ça commence à bouger un petit peu. C'est vrai que l'immobilier est pas à un niveau bas, mais les taux sont tellement bas aujourd'hui. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Pascal, vous dites ça aussi? Oui. Ça, c'est la première recommandation pour 2013. Si vous avez les moyens et que ça ne vous met pas dans une situation, il faut le dire quand même aux gens qui nous écoutent, ça ne vous met pas dans une situation de difficulté. C'est-à-dire que tout peut arriver, la perte d'un emploi. Les banquiers surveillent ça de très près. Ils surveillent ça, donc à la limite, vous dites d'abord, avant tout, achetez-vous un toit, parce que là, ça rejoint un peu ce que vous dites, Pascal, c'est la retraite, c'est tout ça, c'est ce concept-là. On s'exonère de 30%. Bon, première chose, Jean-Claude, acheter un toit. Ensuite, je vais dans une agence immobilière. L'immobilier locatif, en tout cas, surtout pas en cash. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mettre cette année du cash dans un projet immobilier
locatif. Donc moi je suis pas forcément trop là-dessus. Peut-être loueur en meublé ou nue propriété, j'en ai parlé déjà la dernière fois, qui sont des mécanismes de revenus pour l'un complémentaire, mais sans forcément de fiscalité. Et donc on est sur du long terme. Et puis sur les marchés financiers, cette année, je pense que si on veut gagner de l'argent, il va falloir prendre des risques. Clairement, le livret A, ça va être 1,7, 1,5. On a 2 d'inflation. Donc il va falloir aller chercher du risque. Donc je dirais sur les marchés obligataires, peut-être des obligations au rendement, obligations corporate entreprises au rendement. Un peu de monnaie et puis sur les marchés actions, je pense qu'il y a un point quand même intéressant sur les marchés actions européennes notamment et puis sur les pays émergents. Donc il y a quand même, alors dans les enveloppes qu'a cité Pascal tout à l'heure, effectivement en essayant de trouver un cadre fiscal intéressant. Dans les enveloppes fiscales. Mais là on est sur du long terme, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, donc pas de besoin de sortir aujourd'hui. Merci beaucoup Sandrine. Jean-Claude, comment vous gérez vos économies? Je me suis trouvé, quand j'ai introduit Adam en bourse, il y a quelques années, je me suis trouvé très démuni parce qu'on apprend à bosser, on va à l'école pour apprendre à travailler, à gagner de l'argent, etc. On n'apprend pas du tout à gérer son patrimoine. C'est vrai. Quand on est pauvre, on n'est pas éduqué pour gérer la position d'être riche. Et donc j'ai mis 10 ans à apprendre. Vous avez payé pour apprendre. Oui. Vous avez pris quelques tartes. J'avais l'impression au bout de 10 ans de comprendre un peu mieux la diversification du patrimoine et des trucs comme ça, des béabas. Mais je trouve qu'on n'apprend pas assez aux mômes à gérer du. Et donc maintenant que vous avez appris, vous faites quoi? Du patrimoine. J'essaye de disperser. Je suis intimement convaincu que associer le capital et le travail, c'est bien. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, je gagne un peu. Quand je place mon capital, je place un peu. Mais quand je gère les deux en même temps, quand je fais UCAR, j'ai des chances de m'enrichir. D'accord. Donc vous investissez dans votre propre boîte. Ouais. Vous avez un peu d'assurance vie, des choses comme ça ou pas? Oui. Ce que vous avez dit, je souscris. J'essaye de faire à peu près ce que vous avez dit. Je suis d'accord sur tout. Et assurance vie, je crois à l'immobilier d'entreprise. Pour le moment, je crois que là, il y a un décalage. J'ai peur de l'immobilier d'habitation. J'en ai peur parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de rigoler. Le décalage entre le rendement et le prix me semble trop important, c'est une bulle. Il a bien appris, hein. Il a étudié là. C'est pas comme à l'arrivée, c'est pas comme à l'introduction d'Ada. Dites-moi, vous savez que vous avez oublié un petit quelque chose. Nous, on nous donne un cadeau quand on vient ici. Il y a une sorte de droit de passage. Alors c'est quoi? C'est un droit d'auteur. C'est le bouquin que je suis en train d'écrire et je veux avoir le droit de revenir pour vous donner le. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Donc ça, c'est sur votre expérience. Ouais.